Bien, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir lancer notre session du soir. Chers collègues, après l'audition cet après-midi de Madame Laurence Bourry-Bancel en vue de son renouvellement à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, nous nous retrouvons ce soir pour examiner en nouvelle lecture la proposition de loi de Monsieur Thomas Cazenave et de nombreux collègues maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs. Ce texte, comme vous le savez, a été adopté le 31 mai 2023 en première lecture par notre Assemblée, puis rejeté en première lecture par le Sénat le 7 juin. Je rappelle que la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avait mis en place un plafonnement à plus 3,5% de la croissance des loyers au bénéfice des ménages et des petites et moyennes entreprises. Ce mécanisme à durée limitée, dont le terme avait été fixé à la fin du premier trimestre 2023, visait à protéger les ménages et des entreprises fragilisées par la reprise de l'inflation dans un souci d'équilibre, de justice et de partage des efforts entre propriétaires et locataires. Inspiré par le pragmatisme et en n'ambitionnant certes pas de représenter à soi seul la politique du logement dans son ensemble, le principe d'une reconduction de ce dispositif jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année prochaine n'a malheureusement pas convaincu le Sénat, qui a fait valoir des arguments notamment de forme, un examen dans un cadre calendaire particulièrement contraint, et de fond aussi, avec le fait que le texte ne serait pas, selon nos collègues sénateurs, à la hauteur des attentes en matière de politique du logement. Un argument qui me semble un petit peu moins en lien avec le texte que nous étudions, parce que régler l'ensemble des problèmes liés au logement dans notre pays n'a jamais été l'ambition, encore une fois, de cette proposition de loi. C'est un objet politique très précis, très ciblé, temporaire, de prolongation d'une mesure existante. Il n'a pas vocation à se substituer à tout ce qu'on fait sur le logement, ou ce qui devrait être fait sur le logement. Bref, à la demande du gouvernement, une commission mixte paritaire a été convoquée, elle s'est réunie hier et elle a malheureusement échoué à trouver un point moyen entre des approches et des points de vue qui étaient très différents, et son rapport est d'ores et déjà en ligne. Nous nous retrouvons donc pour examiner cette PPL en nouvelle lecture qui est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du mardi 20 juin prochain, après les questions au gouvernement. Alors, comme hier, en discutant, y compris ceux qui étaient hostiles et qui avaient voté contre la CMP et contre le texte, nous ont engagés à aller vite et à s'assurer que nous déposions bien ce texte et qu'il était bien présenté en hémicycle. Donc, je vous le confirme, il est bien prévu d'être débattu en hémicycle. Et donc, on a agi très rapidement puisqu'on l'étudie dès ce soir. Donc, vous voyez, je suis l'avis général de la CMP d'hier qui nous engageait très fortement, malgré un vote contre, à étudier quand même cette proposition de loi en vue d'une application au 1er juillet. Sur le texte issu du vote à l'Assemblée nationale, qui constitue la base de notre discussion, compte tenu du rejet du texte par le Sénat et de l'échec de la CMP, 25 amendements ont été déposés. Plusieurs amendements ont été soumis au président de la Commission des finances afin de s'assurer de leur recevabilité au regard des dispositions de l'article 40 de la Constitution, et 2 n'ont pas franchi le filtre de ce contrôle. Par ailleurs, et en application de la règle de l'entonnoir qui conduit à déclarer systématiquement irrecevables au stade d'une nouvelle lecture les amendements portant articles additionnels, j'ai donc déclaré 6 amendements irrecevables au titre de l'article 45, cette fois-ci, de la Constitution. Nous aurons donc 17 amendements à examiner ce soir. Ça peut donc être assez rapide. Comme à l'accoutumée, et après avoir écouté notre rapporteur, je donnerai la parole pour 4 minutes, inclus le temps de réponse du rapporteur, aux groupes politiques qui souhaiteraient s'exprimer, puis à des orateurs individuels dans la limite de 1 minute par orateur, le rapporteur répondant ensuite globalement à ces orateurs individuels. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole immédiatement à notre rapporteur, Thomas Cazenave. C'est à vous, cher rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous sommes à nouveau réunis pour examiner en nouvelle lecture la proposition de loi que j'ai déposée le 23 mai dernier et qui vise à prolonger de manière provisoire le plafonnement de la variation annuelle des indices locatifs. Nous avons adopté ce texte à une large majorité à l'Assemblée nationale le 31 mai dernier. Malheureusement, le Sénat, qui a examiné le texte la semaine dernière, l'a rejeté d'abord en commission par l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable déposée par la rapporteure du texte, Mme Dominique Estrosi Sassone, puis le Sénat a rejeté les 2 articles du texte en séance publique. Ce rejet du texte par nos collègues sénateurs nous a logiquement amené à constater hier l'échec de la commission mixte paritaire. Je regrette personnellement que nous n'ayons pas pu aboutir rapidement à un accord entre nos 2 chambres afin de sécuriser les perspectives des locataires, des artisans et des commerçants pour les mois à venir. Je rappelle que cette proposition de loi a pour seul et unique objet de prolonger le plafonnement des 2 indices locatifs qui sont utilisés pour réviser les loyers jusqu'au premier trimestre 2024. Ce plafonnement avait été voté dans la loi pouvoir d'achat, celle-ci ayant été adoptée à une large majorité à l'Assemblée nationale comme au Sénat. La présente proposition de loi maintient le plafonnement de l'indice de référence des loyers applicable dans le parc privé et social et de l'indice des locaux commerciaux qui s'applique au baux des commerçants et artisans.
L'ILC ne sera plafonné que pour les petites et moyennes entreprises. Nous ne modifions pas les autres paramètres du plafonnement voté l'année dernière, ni le taux, maintenu à 3,5%, ni le périmètre d'application de la mesure. Après ce bref rappel du contenu de la proposition de loi, j'en viens aux principales raisons évoquées au Sénat pour justifier son rejet. On peut les résumer ainsi: un problème de méthode, un dispositif pénalisant pour les propriétaires et plus généralement les insuffisances de la politique gouvernementale en matière de politique du logement. Alors, premièrement, le Sénat a regretté le calendrier d'examen trop resserré du texte, qui n'aurait pas laissé de temps pour assurer un travail approfondi sur la mesure. Il aurait souhaité que le gouvernement dépose un texte plus tôt dans l'année, puisque les échéances étaient connues avec des éléments d'impact et d'évaluation afférents. Alors il est vrai que nous sommes allés vite, mais nous l'avons fait car d'abord il s'agit d'une prolongation d'un dispositif existant, on ne crée pas de nouvelles dispositions. Quand l'on regarde ce qu'auraient dû être les indices sans plafonnement, je pense que l'on ne peut être que convaincu de l'efficacité de la mesure. Plus 6,29% pour l'ILC en variation annuelle au 4e trimestre 2022. Plus 6,26% pour l'IRL au premier trimestre 2023. Le plafonnement court pour les indices calculés pour le premier trimestre 2023 pour l'ILC, pour le deuxième trimestre 2023 pour l'IRL. Et enfin, malgré le délai bref, nous avons auditionné une dizaine de personnes à l'Assemblée nationale et avons largement pu débattre du sujet en commission comme en séance. Deuxièmement, ont été relevées les conséquences de la mesure pour les propriétaires. Nous avons aussi abordé ce point lors de nos débats. Ces conséquences pour les propriétaires justifient notre souhait de maintenir un dispositif équilibré plutôt que de geler les loyers ou encore d'étendre la mesure, s'agissant de l'ILC, aux entreprises de tailles intermédiaires ou aux grandes entreprises. Car les propriétaires subissent aussi les conséquences de la crise, alors même que les besoins d'investissement dans les bâtiments sont très importants, notamment pour parvenir à disposer d'un parc de logements moins énergivores. Afin d'avoir une mesure économiquement et juridiquement robuste, nous prolongeons le plafonnement au même taux, qui est cohérent avec les prévisions d'inflation et d'évolution des indices dont nous disposons. Selon celles-ci, l'ILC et l'IRL ne repasseraient pas sous la barre des 3,5% avant le deuxième trimestre 2024. Il est donc logique de donner au même problème que nous avions à l'été dernier, à savoir une inflation élevée qui grève le pouvoir d'achat des locataires et menace la pérennité économique de certaines PME, les mêmes solutions. Troisièmement, le Sénat regrette l'insuffisance de la politique du gouvernement en matière de logement. Notre collègue rapporteur au Sénat a relevé en particulier les conséquences de la mesure sur les bailleurs sociaux, alors même que l'augmentation du taux du livret A, déterminant pour les modalités d'emprunt, pèse déjà lourd sur leurs finances. Il a aussi été regretté l'absence de garantie sur la revalorisation des APL. Enfin, le débat au Sénat a eu lieu juste après la présentation des conclusions du volet logement du Conseil national de la refondation. De nombreux sénateurs ont exprimé leur mécontentement face aux annonces qui ont été faites car elles ne répondraient pas aux besoins constatés. Il faudra que nous ayons un débat structurel sur le logement, avec davantage de temps, compte tenu des immenses défis qui nous attendent en la matière de la crise qui est déjà là. Mais ce n'est pas l'objet de ce texte, qui vise simplement à prolonger un dispositif conjoncturel de soutien au pouvoir d'achat. Je regrette donc que les débats soient prolongés sur le fondement de considérations qui ne sont pas directement liées au texte, car nous prolongeons aussi mécaniquement l'attente pour les locataires, les commerçants et les artisans qui doivent bénéficier de la mesure. Concernant le parc social, j'ai sollicité l'Union sociale de l'habitat, l'USH, qui n'a pas exprimé de désaccord sur le dispositif. J'entends les besoins de financement et le souhait d'un débat sur la revalorisation des APL ou du forfait des charges. Mais ces mesures, qui ont des conséquences financières pour le budget de l'État, auront plutôt vocation à être débattues en loi de finances. Pour conclure, j'espère donc que nous pourrons à nouveau ce soir voter cette prolongation, car je le rappelle, ne pas voter ce texte, c'est supprimer le plafonnement de l'IRL et de l'ILC pour les indices publiés après le mois de juillet 2023. C'est donc risquer de mettre les locataires, les commerçants et les artisans qui ont des baux indexés sur ces indices dans des situations financières périlleuses avec des hausses de loyer conséquentes. Je ne souhaite pas leur faire courir un tel risque. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous propose de passer sans plus attendre aux orateurs de groupe. Donc, vous connaissez le principe, 4 minutes par orateur, inclut la réponse du rapporteur. On garde bien les 4 minutes et on commence tout de suite avec Annaïg Lemeur, groupe Renaissance. C'est à vous. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues.
Alors, je vais faire très court. Nous nous retrouvons encore ce soir car la situation est urgente. Car oui, rappelons-le, mes chers collègues, sans ces mesures, les Français pourraient connaître une hausse généralisée de leur loyer de l'ordre de plus 6,3% en moyenne contre 3,5% grâce à nous. Alors que nous avions adopté à une large majorité ce texte à l'Assemblée nationale, le Sénat l'a rejeté. Pour la première fois depuis 2018, la CMP entre les deux commissions des affaires économiques n'a pas été conclusive. Monsieur le rapporteur a rappelé les raisons qui ont poussé le Sénat à refuser ce texte et celles qui nous a poussés à agir. Nous devons donc réétudier ce texte ce soir. Alors que nous souhaitons prolonger jusqu'au premier trimestre 2024 le plafonnement des loyers, certains groupes politiques préfèrent jouer avec le feu et risquer une explosion des prix du loyer sans pour autant en assumer les conséquences politiques et humaines. Je tiens donc à réaffirmer au nom du groupe Renaissance notre souhait de maintenir un dispositif équilibré plutôt que de geler les loyers ou encore d'étendre les mesures à d'autres entreprises. Nous souhaitons protéger les propriétaires et les locataires en votant un texte utile, bénéfique et équilibré. Ce texte permettra de répartir le poids de l'inflation entre les différents acteurs et de protéger les acteurs les plus fragiles. Ceux qui s'y opposeront devront assumer une augmentation massive des loyers dans les prochains mois. J'appelle donc chacun des députés présents ce soir à voter en toute responsabilité. Ce soir, il ne tient qu'à nous de ne pas aggraver la crise du logement en votant ce texte qui n'a pour seule vocation que de prolonger le plafonnement de l'indice des loyers. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Une réponse, pas de réponse? Pas de réponse. Nous passons donc à présent à monsieur Lionel Tivoli pour le groupe Rassemblement National. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, faute d'avoir trouvé un accord en commission mixte paritaire, nous devons à nouveau nous prononcer sur le plafonnement de la revalorisation de l'indice des loyers à 3,5% pour les particuliers et pour les TPE-PME. Cette proposition de loi a au moins le mérite de montrer le positionnement de chacun d'entre nous dans le cadre de la crise du logement que nous subissons. Chez la NUPS, comme d'habitude, vous opposez les propriétaires et les locataires, faisant des propriétaires de vilains riches qui abusent de locataires. Selon vous, les propriétaires doivent supporter l'intégralité de la charge de l'inflation galopante et incontrôlée, puisque vous souhaitez tout simplement geler la hausse des loyers. Mais savez-vous que beaucoup de propriétaires ont investi l'argent mis de côté tout au long d'une vie? Savez-vous que les petits propriétaires sont aussi sujets à l'inflation et en souffrent? Chez les LR, c'est un sujet qui ne semble pas vous concerner puisque vous n'êtes pas là ce soir et vos sénateurs ont voté contre ce texte qui est certes une rustine, une tentative de colmatage d'un bateau qui coule mais qui malgré tout offre un minimum de protection aux locataires et aux propriétaires. Enfin, chez la majorité, vous appliquez à la lettre la méthode de l'ancien président Hollande, sortir la boîte à outils, vous êtes un peu les monsieur bricolage de l'Assemblée nationale. Il y a une crise du logement, vous bricolez, vous ne prenez pas de mesures réelles au problème. Le blocage à 3,5% de l'indice des loyers par ici, on s'attaque au Airbnb par là-bas, puis en passant, on oblige les propriétaires à tout rénover, sans quoi ils ne pourront pas louer, sans sembler comprendre qu'il s'agit d'une réforme structurelle dont nous avons besoin, d'une vision globale sur le logement qui est nécessaire. En somme, nous voterons cette proposition de loi pour répondre à l'urgence et pour éviter le risque d'explosion des loyers dès le 1er juillet pour nos citoyens et TPE-PME. En revanche, nous vous demandons de revoir votre position pour étendre le blocage aux ETI et nous vous alertons sur la nécessité de revenir à la réalité, de proposer des mesures concrètes et globales pour le logement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous répondre? Non? Très bien. Je vous propose de passer à monsieur William Martinet pour le groupe LFI. Merci, monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre position sur cette proposition de loi n'a pas changé. Nous considérons que, vu la situation sociale des locataires et le contexte inflationniste, un gel des loyers est absolument nécessaire si nous voulons éviter de faire exploser cette bombe sociale dont le ministre du Logement parle régulièrement. Cela étant dit, je ne reprendrai pas le débat politique depuis le début. Je me contenterai simplement de rebondir sur plusieurs arguments qui ont été versés au débat par nos collègues sénateurs. Premier argument que j'ai considéré comme pertinent, les sénateurs nous ont rappelé que, contrairement à la première hausse de l'IRL votée en juillet dernier, celle-ci n'était pas accompagnée d'une hausse des APL. Et même pour être un peu plus précis, je suis allé remettre mon nez dans les textes de l'été dernier et il était écrit dans l'exposé des motifs de la proposition de loi dite pouvoir d'achat que, étant donné que l'IRL augmentait de 3,5%, en cohérence, c'était vos mots, les APL étaient revalorisées de façon anticipée de 3,5%. Cette revalorisation anticipée n'ayant pas lieu cette fois-ci, on peut donc en tirer la conclusion qu'il y a un manque de cohérence de la part de la majorité.
Deuxième argument des sénateurs que je vais reprendre, c'est la critique plus large de la politique du logement du gouvernement. Alors, c'est un marronnier côté majorité de nous dire « Ne vous inquiétez pas, cette loi n'est pas la loi structurelle qui va régler les problèmes du logement. » Vous nous l'avez dit en juillet dernier quand vous avez fait la première hausse de l'IRL. Vous nous l'avez dit quand Monsieur le Président Kasbarian a fait voter sa loi facilitant les expulsions locatives. Vous nous le dites à nouveau aujourd'hui. Vous nous l'avez dit aussi quand vous avez repoussé la proposition de loi d'encadrement des meublés touristiques. Enfin bref, avec vous, ce n'est jamais le moment de traiter structurellement la question du logement, mais c'est en revanche toujours le moment de faire des lois qui prennent le sujet par le petit bout de la lorgnette, mais qui ont toujours un point commun, c'est de fragiliser et d'affaiblir les locataires. Donc permettez-moi de signaler cette faiblesse dans votre politique. Et puis enfin, pour conclure mon propos, je rappellerai une chose, c'est que si nous sommes dans cette situation un peu compliquée du point de vue du calendrier législatif, c'est la responsabilité de l'impréparation du gouvernement. Voilà, qui n'a pas été capable de se rendre compte suffisamment à l'avance que les effets de la loi pouvoir d'achat prenaient fin à la fin de ce mois, alors que nous-mêmes, côté NUPES, voilà plusieurs mois que nous déposions des propositions de loi demandant le gel des loyers, et que nous avions anticipé cette situation. Bon, à partir du moment où le gouvernement est responsable de cette situation compliquée, j'espère bien qu'il se donnera les moyens, notamment par la mise à l'ordre du jour de ce texte, qu'il puisse être examiné jusqu'au bout avant la fin du mois. Parce que, Monsieur le Président Kasbarian, je finirai là-dessus, vous avez l'air de considérer comme une contradiction le fait que nous nous opposions à ce texte parce que nous sommes en désaccord avec une augmentation de l'IRL de 3,5%. Mais permettez-nous juste d'avoir un raisonnement mathématique assez simple. Nous défendons le gel qui est moins bien qu'une augmentation de 3,5%, qui serait moins bonne qu'une indexation sur l'inflation. Notre raisonnement est aussi simple que celui-là. Je vous remercie. Merci. Alors, qu'il reste quelques secondes. Oui, je confirme, je trouve ça paradoxal. Je trouve paradoxal de dire, en fait, comme ça va pas assez loin et qu'on préfère le gel des loyers ou une baisse de 10% des loyers, on vote contre le dispositif et on jette l'eau du bain avec le bébé, la salle de bain et le pommeau de douche. Et je trouve ça un peu paradoxal de se dire, en fait, comme ça va pas assez loin, non seulement ça ne tient pas, mais on veut voter contre et du coup on prend le risque que ça ne s'applique pas au 1er juillet. Permettez-moi d'avoir cette remarque en me disant que c'est un peu bizarre et que c'est un peu paradoxal. Quand on fait dire que les PPL n'ont pas vocation à se substituer à une politique globale du logement, je persiste et je signe. Les PPL n'ont pas vocation à faire un PJL. Après, les parlementaires font tous des propositions et vous êtes certains d'entre vous d'ailleurs à en faire, sur tous les bancs. Libre à vous de les inscrire aussi à vos temps de niche, ce qui n'est pas toujours le cas. Et libre à vous de les faire prospérer. C'est pas toujours le cas, mais oui, les PPL et les moyens parlementaires ne sont pas les mêmes que ceux d'un PJL et les propositions de loi n'ont pas vocation à se substituer à la politique du logement. Pas de réponse de monsieur le rapporteur, on passe au suivant. Après, monsieur Bazin est présent. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur, je ne vais pas exactement être sur la même ligne que vous, mes chers collègues. Nous nous retrouvons ce soir pour étudier à nouveau la proposition de loi qui vise à maintenir pendant une année supplémentaire un dispositif de plafonnement de la revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs, après que nos estimés collègues sénateurs l'aient rejeté en séance publique et en commission mixte paritaire. Pourquoi l'ont-ils rejeté? Leurs raisons sont très claires. Il y a d'abord une question de méthode. Pour reprendre les mots de la rapporteure Estrudi Sassone, les sénateurs ont fait le quintuple constat d'une impréparation, d'une précipitation, d'une absence d'évaluation, d'un manque de concertation et d'un non-accompagnement financier des acteurs. Ce quintuple constat, nous le partageons, nous vous l'avions déjà alerté sur ce point, et il est inquiétant car derrière le faux nez d'une proposition de loi, c'est d'une certaine manière, mais vous y êtes pour rien, c'est l'incapacité du gouvernement à répondre à des questions essentielles qui se dévoilent. Où est l'évaluation des mesures prises l'an dernier? Pas de réponse. La question n'est pourtant pas anodine. L'an passé, le coût pour les propriétaires du plafonnement de la hausse de l'indice de référence des loyers d'habitation avait été évalué à 705 millions d'euros. De combien les loyers et les valeurs locatives commerciales ont-elles effectivement augmenté? Pas de réponse. Quels sont les coûts et les conséquences pour les propriétaires privés et pour les bailleurs sociaux? Là encore, pas de réponse. Face à tant de flou, c'est un peu comme si, pour reprendre l'expression de ma collègue Sophie Primas, vous nous demandiez de voter non seulement à la sauvette, mais aussi à l'aveuglette. Les critiques des sénateurs portent également sur le fond du dispositif retenu. Sur ce point, nous vous avions alerté. Face à l'inflation, nous souhaitons, comme vous, protéger efficacement les locataires et il y a urgence d'ici le 1er juillet. Mais il faut aussi accompagner les propriétaires qui subissent l'inflation. Et loin des idées reçues, ces bailleurs peuvent être
des propriétaires privés comme publics, petits ou gros, mais il y a aussi des propriétaires modestes qui mettent en location un bien durement acquis et qui devront par ailleurs entreprendre de coûteux travaux énergétiques dans les prochaines années s'ils veulent maintenir ce bien dans le parc locatif. Il faut pouvoir les accompagner. Il serait par exemple intéressant de prévoir en corollaire au plafonnement des compensations de perte de recettes qui pourraient prendre la forme de réduction d'impôts pour les bailleurs privés ou de crédit impôt. Alors mes chers collègues, il nous reste quelques jours pour travailler d'ici la séance au dispositif le plus équilibré afin d'accompagner non seulement les locataires, mais aussi les propriétaires pour faire face à l'inflation et pour relever le défi de la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Bazin. Monsieur le rapporteur, on continue sur cette lancée. Vous répondrez à la fin. Monsieur Daubier, pour le groupe Modem, démocrate, c'est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je vous remercie de me donner la parole. Il y a effectivement un problème structurel de logement en France. Il ne s'agit pas que ce soit d'accès au logement ou d'habitation au logement, en particulier pour les gens qui travaillent et qui ont travaillé. Il ne s'agit pas ce soir de refaire toute la politique du logement, mais évidemment de contenir ce bouclier, ce bouclier qui avait été fait contre l'inflation. On ne va pas revenir sur les causes de cette inflation, les matières premières, la guerre en Ukraine, la croissance en Chine qui avait abouti à cette situation. Et aujourd'hui, le texte est simple. Il ne s'agit pas, comme ça a pu être fait sur une radio de grande écoute par une collègue, de voter en catimini une augmentation des loyers qui profiterait à des rentiers ou à des multinationales ou des foncières au dos du petit peuple. Il s'agit de limiter au maximum l'augmentation de loyer, sachant que c'est une limite maximum et que le propriétaire bénéficiaire peut toujours, comme c'est un droit qui est propre, en plus y renoncer ou avoir un autre accord. Et effectivement, voter contre cette proposition de loi, c'est accepter une augmentation en fonction de l'IRL ou de l'ILC de 6, 7, voire 8% des loyers et qui va effectivement contre l'intérêt qui peut être défendu. J'entends également du côté de notre collègue Bazin et j'ai lu également la note du Sénat de la sénatrice Estrosi Sassone sur les reproches qu'on peut faire à ce texte. Il a au moins le mérite d'exister et après il faut que chacun soit sous sa responsabilité. Que veut-on ce qui se passe au 1er juillet sur la révélation de l'IRL et du LC? C'est cette question qu'on doit répondre ce soir. Et c'est évident que le groupe démocrate votera favorablement à cette solution qui permet à la fois de sauvegarder l'intérêt des propriétaires qui vont avoir certaines charges qui vont augmenter, que ce soit les taxes foncières, des charges d'éventuellement charges non récupérables. Je pense notamment à tous les contrats d'entretien et de maintenance avec la partie non récupérable qui augmente. Et de sauvegarder l'intérêt des locataires. Merci beaucoup, Monsieur Daubier. Je vous propose de passer à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre groupe regrette à nouveau la décision du Sénat d'opposer la question préalable à cette proposition de loi. Si nous partageons bien entendu leurs critiques quant à l'impréparation, voire la légèreté dont a fait preuve le gouvernement dans ce dossier, ainsi que sur les conditions du débat, ce refus sec n'est pas à la hauteur de l'enjeu. En première lecture, nous avons eu un débat animé ici en hémicycle, témoignant de nos divergences quant au niveau de cet encadrement. Mais nous partageons tous, je crois, la conviction que le statu quo est impossible. Comment imaginer demain des hausses de loyers qui pourraient atteindre, voire dépasser pour les locaux commerciaux 10%? En première lecture, notre groupe a souhaité envoyer un signal en nous opposant à cette proposition de loi pour dénoncer l'insuffisance de ce plafonnement. Mais nous ne désespérons pas de vous convaincre et nous sommes évidemment prêts au débat. Nous devons collectivement trouver un meilleur équilibre pour protéger nos petits commerces et les locataires de hausse qui, prises cumulativement, deviennent vite insupportables. Nous avons fait la démonstration du fait même du gel. Avec le gel, les petits propriétaires si chers à notre collègue Bazin ne seraient pas lésés. C'est ce qu'il faudrait faire, mais nous savons que vous ne vous y résoudrez pas. Parmi nos amendements de repli, en particulier pour les loyers locatifs, nous avons un amendement qui comporte un compromis des plus raisonnables, il nous semble. Un plafonnement ramené à 2% plutôt que 3,5%, je dis bien que c'est un amendement de repli, représenterait une augmentation de 5,1 sur une année glissante, à comparer aux 5,2 d'inflation
constatée par l'INSEE en 2022. Donc, ça nous paraît tout à fait raisonnable de se caler à minima à l'inflation. Ce niveau de plafonnement est proportionné à l'objectif poursuivi, qui est de protéger à la fois nos TPE et PME d'une part et nos propriétaires et nos locataires d'autre part. Il ne spolie en rien les propriétaires qui auront des revenus locatifs préservés et croissants, puisqu'il y a déjà eu l'augmentation de 3,5 l'année dernière et de 2 proposée. Il évite, par ce meilleur équilibre, le risque de fermeture de commerce et de destruction d'emplois, ou qu'un nombre croissant de locataires se retrouvent confrontés aux dispositions de la proposition de loi de notre président de commission. Donc, monsieur le rapporteur, chers collègues de la majorité, nous vous proposons de saisir cette proposition de compromis afin que nous puissions tous adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Luc Lamiraud pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous voilà donc réunis pour une nouvelle lecture de la proposition de loi, maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement et de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs. Je regrette que la commission mixte paritaire, qui s'est tenue hier, n'ait pu être conclusive. En effet, malgré l'urgence du sujet et des mesures prévues par ce texte, nous n'avons pas réussi à nous entendre avec nos collègues sénateurs et n'avons pas réussi à les convaincre. Si nous n'avons pas légiféré dès le mois de janvier, tel qu'ils nous ont suggéré de le faire, c'est peut-être parce qu'au mois de janvier, nous espérions encore que l'inflation marque le pas. Plafonnée à 3,5, l'augmentation de l'indice des loyers commerciaux et celle de l'indice de référence des loyers pour les ménages impactent équitablement les propriétaires et les locataires face à l'inflation. En effet, ce plafond permet aux locataires d'avoir une hausse de loyer moins importante que celle que leur aurait été sans appliquer ce plafond, c'est-à-dire une inflation de 6%. Pour les propriétaires, cela permet de pouvoir augmenter les loyers afin de faire face à la hausse des dépenses auxquelles ils sont confrontés, comme les dépenses pour l'isolation des logements. Cette proposition de loi est un bouclier pour les locataires afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages et la santé économique de nos commerces. Soucieux de défendre nos petites entreprises et nos concitoyens qui seraient impactés par une hausse des loyers, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce bouclier d'augmentation. Et je vous remercie. Eh bien, nous vous remercions, monsieur Lamiraud. Nous passons donc à madame la présidente Cyril Châtelain pour le groupe écologiste. C'est à vous. Remettez le micro, allez-y. Parfait, c'est bon. Nickel. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous avons débattu de cette proposition de loi il y a peu. Donc, pour débuter cette commission, je serai extrêmement succincte. Au-delà de la décision rendue par nos collègues sénateurs, il y a une autre actualité qui s'est passée depuis nos débats. C'est les rendus de la conclusion du CNR sur le logement. Vous avez quand même réussi, je pense, l'impossible qui est de mettre l'ensemble des acteurs du logement contre vous. Donc je vous dis, saisissez cette occasion pour faire un tout petit pas et accepter le gel des loyers. Je pense que vous réconciliez au moins avec les défenseurs des locataires. Merci beaucoup, madame la présidente. Je ne suis pas sûr que ça soit de nature à fédérer plus de monde, hein, mais on peut essayer. Mais... Oui, j'entends. Pour le groupe GDR, y a-t-il quelqu'un? Non. Eh bien, on termine la série des orateurs de groupe avec monsieur Paul Molac. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, première chose, le loyer, c'est le plus gros poste de dépenses des ménages. 40% parfois des dépenses du ménage, donc c'est considérable. On peut dire que ça plombe le pouvoir d'achat. D'autant plus que l'INSEE nous dit que l'inflation va continuer au moins jusqu'au premier semestre 2024. Alors, nous étions favorables au moment du vote de la loi pouvoir d'achat à cette proposition destinée à limiter l'inflation sur les locataires. Nous avions même milité pour que ce soit adapté aux territoires d'outre-mer et en Corse. Alors, j'ai un peu l'impression de me retrouver avec un peu le couteau sous la gorge en disant que finalement, si on ne fait rien, on va se retrouver avec une augmentation de 6% et que donc, si on vote cette proposition, on se retrouvera avec une augmentation que de 3,5%. Bon, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager. On est d'accord là-dessus. Et que pour les PME en particulier, ça peut aussi être quelque chose d'important puisque un certain nombre ont été fragilisés et que donc une augmentation de leurs coûts ne serait pas une bonne chose.
Pour autant, au minima, on devrait quand même revaloriser les APL. C'est la moindre des choses. Parce que là, effectivement, on ne fait que pressurer un petit peu d'un côté en faisant une cote un peu mal taillée d'un côté pour le propriétaire, une augmentation qui est inférieure à l'inflation, et de l'autre pour le locataire, eh bien une demi-augmentation. Je pense qu'effectivement, c'est pas ce qu'il faut faire. Et le logement est effectivement le maillon faible. Alors, maillon faible, et en particulier le logement social, puisque dès 2017, on a fait une ponction, par exemple, sur les HLM, qui se sont retrouvés en fait en difficulté. Donc, alors j'entends bien ce que dit Monsieur le Président. Effectivement, une PPL, mais une PPL sur le logement, honnêtement, c'est pas une journée par an qu'il nous faudrait. C'est au moins 3. Parce que le problème, on ne peut pas régler le logement avec une PPL où il y a quelques articles. Enfin, c'est pas possible, quoi. Vu l'ensemble. Donc, en fait, le problème, c'est que là, on est coincé. Ça ne peut pas être une proposition de loi. Ça doit être un projet de loi. Et on l'attend, pour dire les choses clairement. Et en particulier, je vois qu'il y a M. Echanis qui est là. On l'attend en particulier aussi sur tout ce qui est logement de courte durée. Voilà. Donc, on a guère le choix, donc on va le voter, mais bon, c'est pas satisfaisant. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Merci pour vos recommandations également. Monsieur le rapporteur, souhaitez-vous répondre à l'ensemble de ces interventions? Ces conseils de carrière, je dirais. Et ces conseils de carrière. Cher président. Allez-y, cher rapporteur. Merci. Non, pour faire quand même une réponse rapide aux différents orateurs de groupe, remercier Annick Lemeur et le groupe Renaissance pour son soutien à cette proposition de loi renouvelée. Monsieur Tivoli, pour le Rassemblement national, il y a quand même une difficulté dans ce que vous défendez, c'est l'extension aux ETI. On aura l'occasion de l'évoquer lors de l'examen des amendements. Je vous le redis, les ETI, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Ce sont, de fait, souvent des très grandes enseignes qui ont un pouvoir de négociation avec les propriétaires, qui ont souvent de fortes rentabilités. Vous savez, c'est moins d'1% des entreprises et 50% de la valeur. Et je considère que les mesures de protection, elles doivent se concentrer sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et les entreprises qui en ont le plus besoin, c'est les PME et les TPE. Et j'insiste sur ce point, la proportionnalité de la mesure sera regardée. On avait eu l'occasion de l'évoquer lors de la précédente séance, notamment le fait que comme on touche à la liberté contractuelle et au droit de propriété, on doit prendre des mesures proportionnées. Et là, on couvrirait quasiment l'intégralité des entreprises. Monsieur Martinet, depuis le début, moi je trouve que vous nous faites un mauvais procès, je vais vous dire, y compris dans la manière dont vous vous présentez. Non mais attendez, c'est une proposition qui vise à protéger les locataires, les entreprises face à une hausse de l'inflation. Et on arrive ici avec une proposition. Vous avez le droit de juger que l'équilibre n'est pas le bon, mais reconnaissez au moins que ce n'est pas une proposition de loi qui vise à accabler les locataires, c'est une proposition de loi qui vise à les protéger. On pourrait au moins se mettre d'accord là-dessus, quitte à discuter du niveau. Mais la manière dont vous le présentez, on pourrait penser qu'on est là pour aggraver la situation des locataires, alors que c'est tout l'inverse, et vous le savez, même si le débat sur le bon niveau peut avoir lieu et a lieu avec vos amendements. Mais de grâce, reconnaissez quand même que l'initiative que nous avons prise, c'est une initiative pour protéger face à l'inflation. Et effectivement, le choix, il est clair. Si je vous écoute, Monsieur Martinet et votre groupe, et d'autres groupes, c'est soit le gel, et si j'écoute la droite sénatoriale LR, c'est pas de plafonnement. Donc c'est entre 6,5 et 7 et 0. Et la position d'équilibre qui est la nôtre et qu'on défend, c'est 3,5. Donc je me dis, je suis pas très loin du bon équilibre. Parce que sinon, on ne trouvera jamais d'équilibre. Donc entre 6,5 et 0, on a pris 3,5. Voilà, donc c'est une manière de trouver un équilibre entre nous. Je comprends qu'à la fin, ça ne satisfait personne, mais c'est probablement le juste équilibre entre l'intérêt des locataires et des propriétaires. Encore une fois, n'opposons pas les uns aux autres. Et effectivement, vous nous demandez à ce que ce soit inscrit avant la fin du mois, vous avez raison, mais vouloir l'inscrire, c'est, j'imagine, vouloir la voter, parce que si ce texte ne passe pas, je le redis, c'est plus de 6% d'augmentation à partir du 1er juillet. Monsieur Bazin nous a quittés, mais je lui répondrai sur deux choses par rapport à la critique, notamment de la droite sénatoriale, sur l'absence d'évaluation. L'évaluation, elle est quand même assez simple. C'est qu'au lieu d'avoir une augmentation de 6,29%, ça a été 3,5%,
et pour l'IRL et pour l'ILC. Donc c'est une mesure finalement assez simple. Et l'absence de concertation, je le réfute. Nous avons vu une dizaine d'institutions qui représentent à la fois les locataires et les propriétaires. Nous avons reçu des contributions écrites. Nous avons interagi avec tous les acteurs concernés par cette proposition de loi. Et moi, je m'interroge quand même, pourquoi ce qui était possible à l'été 2022 ne le serait plus aujourd'hui? Et j'appelle celles et ceux qui avaient voté les mesures pouvoir d'achat, de protection. Je vous dis, la situation est la même, le niveau d'inflation est tout aussi élevé jusqu'au début de l'année 2024, donc aux mêmes difficultés, je dirais les mêmes solutions. Monsieur Daubier pour le Modem, merci pour le soutien à cette proposition de loi et de rappeler que chacun doit assumer ses responsabilités ce soir, vous l'avez dit, et je crois effectivement que c'est à chacun de voir s'il préfère protéger les locataires et les PME ou le TPE ou laisser filer le niveau des loyers. Madame Battistel, oui, vous avez raison, le statu quo n'est pas possible. Le statu quo n'est pas possible parce que le statu quo, c'est une augmentation des loyers. On a un débat sur le bon niveau. Moi, la proposition que je fais depuis le début, c'est de rester sur l'équilibre qui avait été trouvé à l'été 2022. Justement, pour la raison que nous défendons depuis le début, ce n'est pas une loi qui vise à répondre à toutes les difficultés de la politique du logement, on reconduit une mesure d'urgence. Si on avait réussi à se mettre d'accord à l'été 2022 sur ce plafonnement, pourquoi on n'est pas capable de continuer à rester sur cet équilibre-là que vous-même vous aviez soutenu? Tout simplement parce que le niveau d'inflation est le même. Et cet équilibre-là, il perdure. Donc je pense, Madame Battistel, pour finir de vous répondre, que nous défendons en cohérence le maintien de ce dispositif, cette équipe, avec ses avantages et ses inconvénients que je reconnais. Monsieur Lamiraud pour Horizon, merci pour le soutien à cette proposition de loi. Et Madame Châtelain pour les écologistes, vous disiez mais geler les loyers, vous fédérez tous les acteurs du logement. Mais non, parce que dans les acteurs du logement, il y a aussi des propriétaires. Eh bien je vais vous dire, non, vous avez dit tous les acteurs du logement. Et je vais vous dire une chose, et on en vient, et j'avance, je ne veux pas être trop long, Monsieur le Président. Je vais vous dire, les propriétaires, contrairement à ce qu'on sait, ils ne sont pas contents de cette proposition de loi. Ça veut quand même dire, probablement, qu'on défend l'intérêt des locataires. Vu la réaction des propriétaires, reconnaissez-le avec nous quand même. Reconnaissez-le avec nous. Je vais vous dire, ils n'accueillent pas cette proposition de loi très favorablement. Je le dis, d'ailleurs, c'est dans le rapport que nous avons rendu. Et monsieur Paul Molac, qui a le sentiment d'avoir le couteau sous la gorge, c'est un peu excessif. En revanche, oui, vous avez raison, il y a un choix à faire. C'est soit 3,5, soit 6, vous avez raison. Et la revalorisation des APL, non, ça renvoie à nos textes financiers. On ne peut pas, à travers une PPL, alors même que vous avez dénoncé le principe même d'une PPL, d'ailleurs, ça serait quand même un peu paradoxal d'y remettre la revalorisation des APL. Je vous renvoie à d'autres textes pour ce faire. Je vous remercie. Merci. Je prends les interventions individuelles. À ce stade, je n'ai que Monsieur Grégoire de Fournas qui est inscrit. Si d'autres souhaitent s'exprimer, Monsieur Martinet, levez bien la main si vous le souhaitez. Monsieur de Fournas, 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. C'était pour répondre à Monsieur le rapporteur qui nous dit que les ETI, ça peut être 1,5 milliard d'euros. Moi, je vais voir sur la définition de l'INSEE. Vous avez pris évidemment le plafond. Jusqu'à. Oui, mais enfin, le minimum, c'est aussi 50 millions d'euros. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, selon l'INSEE, ça peut être moins que 250 salariés. Mais j'ai envie de dire, la mesure sur les logements, par exemple, vous pouvez aussi, les 3,5%, ils vont considérer aussi des milliardaires locataires, quelque part. Donc, votre mesure sur le logement, si on part de votre raisonnement, votre mesure sur le logement est aussi mal calibrée. Voilà, donc évidemment, il faut faire des choix et qu'on ne peut pas non plus différencier à tout va, mais en l'occurrence, il y a aussi des entreprises qui galèrent, qui peuvent faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui galèrent et qu'il faut aussi pouvoir protéger et leur éviter que les loyers... Merci beaucoup. Monsieur Martinet. Je me permets de dire que je trouve le raisonnement de Monsieur le rapporteur particulièrement original. Vous considérez que parce que les décisions de la Macronie en termes de logement provoquent un mécontentement généralisé, c'est-à-dire décision du CNR, personne n'est content, de la Fondation Abbé Pierre aux promoteurs, décision sur les loyers, personne n'est content, la NUPES s'oppose, le Sénat rejette, et vous considérez que parce qu'il y a ce mécontentement général, c'est la preuve que votre décision est la bonne et qu'elle est équilibrée. Excusez-moi, je trouve ça un peu spécieux comme raisonnement. Je vous propose d'étudier une hypothèse, c'est que si vos décisions
provoque un rejet aussi puissant, c'est peut-être que votre politique du logement n'est pas la bonne. Voilà, suggestion. Bien, y a-t-il d'autres interventions individuelles? Non. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez répondre à ces deux interventions? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, pour redire à Monsieur De Fournas qu'effectivement, le tissu économique le plus fragilisé par l'inflation reste les PME, les TPE et les commerçants indépendants notamment, et moins les entreprises de grande taille comme les ETI. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ETI en situation difficile, et dont d'ailleurs leurs difficultés ne sont pas liées à l'inflation sur les loyers. Mais néanmoins, on est obligé de proportionner, je le redis, la mesure. Et on a fait le choix, là aussi, à l'été 2022, de le restreindre aux PME et aux TPE. Et depuis le début, je défends une proposition de loi qui n'a pas une grande originalité, qui n'a que pour seul objectif que de prolonger des mesures d'urgence sur lesquelles nous avions trouvé une large majorité. Le cas du milliardaire locataire, il faudra quand même le trouver. Il me semble assez rare, mais peut-être existe-t-il, et on mettra ça sur le compte de l'imperfection de la proposition de loi qui ne protège pas tous les effectivement les. Donc je suis pas certain qu'on en trouve beaucoup. Je vous le dis, on a ciblé l'effort pour revenir aux ETI sur les PME, TPE. Je l'assume, même si on peut reconnaître que certaines ETI sont en difficulté. Monsieur Martinet, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je ne comprends pas. Faudra. Ce que je vous ai dit, c'est que cette mesure, cette proposition de loi, elle a bien pour effet de protéger les locataires si on en croit les réactions des propriétaires eux-mêmes. Et oui, effectivement, ça leur demande un effort. La preuve, c'est bien qu'on est en train de protéger les locataires, sinon je peux vous dire, les propriétaires n'auraient pas réagi vis-à-vis de cette proposition de loi. Et donc c'est bien cet équilibre qui est demandé aux législateurs et que j'essaie de vous proposer et que j'espère nous voterons entre des intérêts des locataires et des propriétaires dans une période de forte inflation qui finira par se retourner, on l'espère, au début de l'année 2024. Il y a les commerçants aussi qui ont salué la mesure, je crois. Ah oui, bien sûr. Les commerçants ont salué la mesure. Bon. Si vous en êtes d'accord, chers collègues, nous allons commencer les amendements. Et donc, nous allons commencer avec l'article 1er. Des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. D'abord, des amendements identiques avec le premier. Madame Battistel, vous le défendez ? Oui, Monsieur le Président. Donc cet amendement est un amendement. Non, c'est pas celui-ci, c'est le premier. Voilà, c'est pas encore le repli. Hein, ça viendra plus tard. Donc c'est un amendement qui propose de geler l'évolution des loyers commerciaux plutôt qu'un renouvellement du plafonnement à cette évolution à 3,5 comme vous le proposez, puisqu'on parle beaucoup d'augmentation des loyers, assez peu aussi des charges, notamment énergétiques, qu'ont dû supporter nombre d'entreprises et de ménages. Sur les ménages, on y viendra un petit peu plus tard, et donc qui fragilisent beaucoup de petites entreprises. Donc nous proposons par cet amendement un gel, et ensuite nous viendrons aux amendements de repli. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente Châtelain, pour le 7, qui est un gel aussi, identique. Merci. Dans l'objectif de faire avancer nos débats, je me joins à la défense de ma collègue. C'est effectivement un amendement qui a le même objectif, c'est-à-dire de mieux protéger notamment les commerçants de cette hausse des loyers. Merci beaucoup. Après ces deux amendements identiques, on a une discussion commune avec un amendement numéro 11 de Madame Dufour, présenté par Monsieur Martinet. Je vous propose, Monsieur le Président, de défendre l'ensemble des amendements de Madame Dufour. Très bien, avec plaisir. Pour cet article. Le sujet est le rapport locatif entre des commerçants et leur activité économique d'un côté et de grandes foncières de l'autre. Dans toute activité économique, il y a des intérêts divergents qu'il faut potentiellement réussir à arbitrer. Aujourd'hui, il nous semble important à la fois de geler les loyers des commerçants et aussi d'élargir ce gel potentiel aux ETI pour une raison très simple. C'est que les ETI, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, très bien. Mais je vais prendre un autre exemple, celle des grandes foncières. J'en prends une au hasard, c'est une des plus grosses, Unibail, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas, entre ETI et grandes foncières, il ne s'agit pas de pleurer sur le sort de l'un ou de l'autre. Il s'agit de décider dans l'activité économique qui nous soutenons, qui nous favorisons. Eh bien moi je pense que plutôt que de soutenir la rente foncière, qui est l'intérêt d'Unibail, nous avons intérêt à soutenir l'activité économique d'entreprises, de commerçants,
qui ont de l'activité réelle et qui n'est pas de la vente en ligne, par exemple. Parce que si nous laissons exploser les loyers, une des conséquences de ça, c'est que certaines ETI vont perdre en rentabilité et risquent finalement soit de fermer, soit de transformer leur activité, qui sera celle de la vente en magasin, à de la vente en ligne. Est-ce que c'est un objectif que nous nous fixons? Non, moi je pense que ce n'est pas satisfaisant. Donc si nous voulons maintenir de l'activité qui soit de la vente en magasin et pas de la vente en ligne, je pense qu'on a tout intérêt à demander non seulement le gel de cet indice des baux commerciaux, mais aussi d'élargir les bénéficiaires jusqu'aux ETI. Merci. Donc le 10 est également défendu. Sur le numéro 2, Madame Battistel, vous pouvez aussi défendre le 3 avec si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, Monsieur le Président. Donc, c'est effectivement un amendement de repli. Alors, le premier qui vise à mettre en place un plafonnement à 1% de l'évolution des loyers commerciaux et le deuxième à 2%. Et pourquoi 2%? Puisqu'on s'est calé sur la somme des deux. Parce que, monsieur le rapporteur, lorsque vous dites je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes plus d'accord alors que vous étiez d'accord la dernière fois. Mais oui, mais parce que ça fait 2 fois l'augmentation. Ça fait 3,5 pour une fois, puis encore 3,5. Donc on en est à 7. Donc ce que nous proposons, c'est un plafonnement à 2% pour qu'on atteigne 5,1%, qui est l'inflation 2022 selon les dires de l'INSEE. Merci beaucoup. Donc le 2 et le 3 ont été défendus. Il nous reste le 22 de Monsieur Maisonnet. Oui, c'est un amendement qui vise à pérenniser ce dispositif qu'on rappelle, qui est un dispositif qui est fait sur une base de bricolage. Ça a été dit parce qu'il y a eu un projet de loi de pouvoir d'achat, une loi pouvoir d'achat qui était mal calibrée. Et aujourd'hui, on se retrouve à légiférer à la va-vite. Mais il convient quand même de comprendre que malgré les effets d'annonce successifs de Bruno Le Maire, on comprend bien que l'inflation a tendance à durer. Et donc, dans cette situation-là, il convient de maintenir ce plafonnement de 3,5 que nous jugeons équilibré, qui permet de répartir la charge de l'inflation entre les propriétaires et les locataires, tant que le niveau de l'inflation est au-dessus de 5%, tel que défini par l'INSEE. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, qu'en dites-vous? Merci, Monsieur le Président. Sur les premiers amendements, numéro 1, numéro 7, sur le gel des loyers, notamment, Monsieur Martinet, vous prenez l'exemple d'une grande foncière internationale, mais tous les propriétaires ne sont pas des grandes foncières. Vous avez des propriétaires qui sont face à des charges non répercutables, à l'augmentation de la taxe foncière, à la conduite de travaux de rénovation énergétique avec des obligations réglementaires qui s'appliquent. Donc on ne peut pas défendre l'idée selon laquelle un propriétaire ne serait pas touché par l'inflation. Et si on part de ce principe que le propriétaire n'est pas touché, est touché par l'inflation de différentes manières, on doit rejeter le gel. On doit rejeter le gel pour cette raison-là. Hausse du coût des matières premières, hausse du coût des travaux également. Et donc, pourquoi j'émets un avis défavorable sur ces amendements de gel? C'est parce qu'ils ne correspondent pas à la réalité que vivent aussi les propriétaires et que tous les propriétaires ne sont pas unibail, tel que vous le décrivez. On a des propriétaires d'anciens commerçants qui louent les murs comme source de revenus une fois arrivés à la retraite. On a des compléments de revenus et donc on doit faire face aussi au fait qu'ils sont confrontés à l'inflation. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons retenu le chiffre de 3,5. Je l'ai redit, comment trouver une position un peu conjointe entre ceux qui veulent zéro et ceux qui ne veulent rien? Voilà. Moi, je propose qu'on reste sur l'équilibre qui avait été trouvé, l'été dernier. Et je le redis, j'insiste, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous invite à la plus grande prudence dans la manière dont nous intervenons dans la liberté contractuelle et dans le droit de propriété. Si nous prenons des mesures trop longues dans le temps, qui couvriraient toutes les entreprises et excessives, et le gel en fait partie, nous courons le risque de la censure. Et alors, de faire tomber la protection pour tout le monde, les locataires, les PME, les TPE et les commerçants. S'agissant de l'extension aux ETI, qui est notamment l'amendement numéro 10, je maintiens l'argument que
que j'ai évoqué tout à l'heure et la nécessité du ciblage. Je rappelle que les PME, grâce à ça, c'est 99% des entreprises, par exemple, du secteur du commerce, et que les plus grandes entreprises peuvent négocier leur loyer, et elles le font, ce qui n'est pas le cas des plus petites entreprises dont nous avons la responsabilité de les protéger. S'agissant des amendements dits de repli, qui sont moins déraisonnables que le gel, qui poserait un problème que j'ai décrit, moi je souhaite qu'on en reste à l'équilibre initial, puisque dans la période dans laquelle nous vivions à l'été 2022, sur le plan de l'inflation, c'est la même période aujourd'hui. Et l'inflation, l'ILC, va continuer à progresser en juillet, puis 3 mois après, puis 3 mois après. On envisage une baisse de l'inflation et donc des indices qu'à la fin du premier trimestre 2024. Donc cette inflation étant tout aussi dynamique, moi je propose qu'on applique les mêmes remèdes à la même situation. Si on avait réussi à trouver un accord l'été, compte tenu de la situation à l'été 22, du fait de la situation de l'inflation qui perdure, je pense qu'il faut faire perdurer les dispositifs d'urgence, ni plus ni moins. Et effectivement, c'est un équilibre des efforts que je vous propose entre les propriétaires et les locataires. Et s'agissant du 22, non, alors le 22, j'y suis pas favorable pour plusieurs raisons, et aussi parce qu'on pourrait se retrouver avec une inflation de 4,5% de revalorisation du loyer commercial, et du coup vous seriez moins disant que le dispositif de protection qui est prévu par la proposition de loi. Donc j'émets pour toutes ces raisons un avis défavorable à ces amendements. Oui, j'ai Monsieur Lamiraud et Monsieur De Fournas, on va prendre un pour un contre. Monsieur Lamiraud, allez-y, vous avez la main en premier. Moi, c'est juste pour faire un commentaire mathématique. Le 3,5, on est bien sur une augmentation en pourcentage annuel. Donc, quand on les additionne, ça fait effectivement 7,1, mais sur 2 ans. Donc, ça me semble difficile de comparer le 5% de Madame Battistel de tout à l'heure, qui provenait de 3,5 plus 2. Il faut le comparer à l'inflation qui, si elle était de 6%, ferait 12,36 sur 2 ans. Merci. Monsieur De Fournas. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas compris, Monsieur le rapporteur, votre raisonnement qui apparemment démontre que vous n'avez pas le tout lu. L'amendement 22, il dit bien qu'on prolonge la mesure tant que l'inflation est supérieure à 5%. Si l'inflation tombe en dessous des 5%, donc 4,5% comme vous venez de le dire, le dispositif tombe. Vous voyez ce que je veux dire ? mais là, le dispositif qu'on vous propose, c'est quand même d'éviter qu'on se retrouve dans un an à repasser en catastrophe ce texte, avec tout le cirque, avec le Sénat et compagnie. Et vous nous disiez, Monsieur le Président, lors de la première lecture, qu'il fallait qu'on anticipe, que c'est aussi à nous à proposer, à anticiper. Ben on le fait. Vous voyez, on vous permet de pérenniser la mesure pour qu'on évite de repasser encore une fois par l'Assemblée pour reconduire un dispositif. Là, il est reconductible tant que l'inflation est au-dessus des 5%. Je ne vois pas très bien pourquoi vous... Alors, vu que je suis interpellé et que vous me taquinez, moi je suis OK pour prolonger temporairement un plafonnement de quelques mois. À titre personnel, je ne suis absolument pas favorable à une pérennisation sans date d'un plafonnement. Parce que ce que vous faites, c'est que vous enlevez la date. Moi, je suis désolé, je ne suis pas ça. Idéologiquement, je ne suis pas ça. Une pérennisation d'un plafonnement qui systématiquement plafonnerait dès que l'inflation passe un certain cap, c'est une pérennisation d'une mesure qui me semble excessive, et je pense même d'ailleurs qu'elle risquerait, mais peut-être que le rapporteur le confirmera, d'être inconstitutionnelle parce qu'elle atteindrait la liberté contractuelle, et donc je suis même pas sûr que ça puisse passer dans le cadre du respect du droit de propriété qui, je le rappelle, est un droit fondamental de notre Constitution, protégé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais je vais laisser monsieur le rapporteur vous répondre. Merci, Monsieur le Président. Non, je souscris à tous les arguments du Président Kasbarian, et j'aurais dû, pour être tout à fait complet en réponse à votre amendement, qu'on ne peut pas prendre une mesure sans date de fin. Sans date de fin. On doit encadrer le dispositif pour les raisons évoquées par le Président à l'instant. C'est attentatoire au droit de propriété, à la liberté contractuelle. On doit vraiment le faire de manière très proportionnée. C'est la raison pour laquelle on encadre les cibles concernées, et surtout on l'encadre dans le temps. Et donc je suis d'accord avec vous que si un jour on avait de nouvelles difficultés, peut-être qu'il faudrait repasser, disons-le clairement, parce qu'on ne peut pas prendre une mesure pérenne
d'encadrement, de plafonnement des loyers. Bien, on est, je crois, éclairé. Il y a un avis défavorable sur la totalité des amendements. Je précise que, Madame la Présidente Châtelain, je crois que vous ne pouvez pas voter. Vous n'êtes pas membre de la commission aujourd'hui. Tout le reste, tous les autres députés, vous pouvez bien évidemment voter. Je vais mettre aux voix les amendements identiques, le 1 et le 7, avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 11 avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 10 défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2 qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 3 qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 22 qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. On termine avec le 12 sur l'article 1 de Madame Dufour, qui est présenté par Monsieur Martinet, peut-être, sur le... Il est défendu? Il est défendu, Monsieur le rapporteur, votre avis est... Défavorable. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 1. Qui est pour l'article 1? Qui est contre? L'article 1 est adopté. Article 2, nous avons des amendements soumis à une discussion commune. On commence avec le 4, Madame Baptistel. Non, c'est Monsieur Etchanis. C'est Monsieur Etchanis, c'est à bon, vous. Je pense que le débat était assez clair sur déjà l'unanimité sur le niveau trop bas des conclusions de la Première ministre et du ministre sur le CNR, et que vous venez de montrer que vous n'avez pas du tout envie d'aller sur une position de compromis, parce que nous proposons, je défends les 3 amendements en même temps, le gel des loyers, puis 1%, puis 2%, mais là, je vais vous citer un exemple concret de ce qui se passe en fait dans les territoires. À La Honse, petit village du Pays Basque de 2200 habitants, une propriétaire a passé son T3 en zone tendue de 840 € à 1460 €. Je pense qu'on est loin des 3,5%. Et en fait, cette situation-là, elle se répand dans tous les territoires parce qu'il n'y a aucun contrôle de la part des services de l'État sur les pratiques frauduleuses des propriétaires. Et pour répondre au Front National qui semble découvrir... ou c'est pareil. Qui semble découvrir aujourd'hui... Oui, bah, je suis très fier d'être là. Moi, je suis très fier d'appartenir à la SFIO. Alors vous, bien, le Rassemblement national, on reste sur l'amendement. On va pas relancer le débat sur l'historique de chacun des partis. Monsieur Etchanis, on reste sur l'amendement. On revient à notre sujet sur le logement. Donc le Rassemblement national ou le Front national, comme vous voulez, semble découvrir qu'il y a un problème du logement et s'érige en défenseur des propriétaires. Sauf que en tenant cette position, il s'érige en défenseur d'une infime partie des propriétaires, parce que vous nous accusez souvent de vouloir nous attaquer aux bourgeois et aux propriétaires, mais c'est pas le cas. On ne veut pas s'attaquer aux petits propriétaires qui a un appartement, mais un chiffre que nous avons dit la semaine dernière et que nous répétons, plus de 50% du parc locatif est dans les mains de 3% et demi de propriétaires. Donc bloquer le gel des loyers, enfin bloquer les loyers ou arriver à 2%, ça ne va pas pénaliser la majorité des propriétaires, mais à l'inverse, ça protégera une majorité, si ce n'est l'ensemble des locataires qui sont déjà dans une situation intenable. Donc arrivons à un équilibre sur ces 2%. On ne vous demande pas quelque chose d'exceptionnel. On ne vous demande pas un PGL parce que vous n'êtes pas en capacité d'avoir le numéro de téléphone du ministre et lui dire qu'il devrait peut-être s'activer et se saisir des dernières semaines qui lui restent pour Monsieur agir. Etchanis, vous débordez du cadre de l'horaire, du cadre, de beaucoup de choses. Merci pour cette présentation. On a bien évidemment le numéro du ministre, rassurez-vous, on échange régulièrement. On continue avec l'amendement numéro 8 de la présidente Châtelain, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'inscrire dans l'excellente intervention de mon collègue, totalement dans la même idée. Déjà, pour dire quand même en préambule qu'il y aurait des moyens de protéger et locataires et propriétaires, c'est de s'attaquer à la question des revenus et du salaire. Mais ça, a priori, pour le moment, il n'en est pas question. Donc, non, mais c'est pas la même chose. Les Français, ils veulent vivre de leur travail, monsieur, en fait. C'est ça la question. C'est est-ce que le travail paye? Et nous disons, le travail doit payer, doit permettre aux gens de vivre. Mais la question, c'est qu'étant donné que les salaires n'augmentent pas, les gens se retrouvent aujourd'hui coincés. Et on le dit, le nombre d'augmentation des impayés est énorme. L'USH tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les retards de paiement de plus de 3 mois ont augmenté de 10% en 2022. 10%, c'est énorme. Près de 31% des Français se retrouvent, après avoir payé l'ensemble des dépenses essentielles, le logement, l'énergie et l'alimentation, avec moins de 100 € sur leur compte.
le 10 du mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de comment boucler les fins de mois, ce serait Coluche, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les jours les plus difficiles, c'est à peu près tout le mois. Mais pour en revenir à la question des loyers, aujourd'hui, ce gel, il est essentiel. Ce gel, il est essentiel. À vouloir couper la poire en deux, c'est pas parce qu'on coupe la poire en deux qu'on fait une mesure de justice. On le sait très bien, aujourd'hui, les personnes qui sont en location, ce sont des étudiants, ce sont les ménages les plus jeunes, ce sont les ménages à plus bas revenus. Et donc, ce sont ceux qui, proportionnellement, sont le plus impactés par l'augmentation de l'inflation. Parce que c'est ceux qui ont le moins de marge dans les choix financiers qu'ils vont faire. Donc, aujourd'hui, dire on met 50% aux locataires, 50% aux propriétaires n'est pas une mesure de justice. C'est pourquoi nous vous redemandons le gel des loyers. Bien, ça me fait penser à des propos d'un ancien président de commission au Sénat lors d'une CMP qui m'avait dit un très bon compromis, c'est quand à la fin tout le monde est très mécontent de la discussion et du compromis qui a été trouvé. Et donc je crois qu'à la fin des fins, si tout le monde est mécontent, on aura réussi effectivement à faire un très bon compromis. Madame Battistel, pardon, pour le numéro 6. Et le 5, pardon, le 5 et le 6. J'ai défendu ensemble Vous avez défendu l'amendement, mais je peux reprendre. Hein, non, je veux pas. Il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir répondre après. Mais je reste sur les 2%. Merci, j'ai bien compris. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements de discussion commune? Moi, je vous rejoins sur la nécessité de trouver un compromis. Mais le compromis, on l'a trouvé l'été dernier. Et ce que je vous propose, c'est de prolonger le compromis, pas de réinventer un compromis. La situation n'a pas changé, on a un niveau d'inflation à peu près identique. On a trouvé un compromis l'été 22. On vous propose non pas de réinventer un compromis, mais de prolonger ce compromis. Donc je vous renvoie la balle, chers collègues, acceptez le compromis entre 0 et 6,5 ou 7. C'est 3,5. On l'a voté l'été dernier. Prolongeons ce dispositif. Avis défavorable sur ces amendements. Un pour, un contre. Madame la présidente Châtelain a souhaité s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais soutenir la proposition de compromis de nos collègues socialistes. Les propriétaires, en moyenne, ont augmenté de 2% les loyers en 2022. Donc finalement, ce chiffre de 2%, il fait sens. C'est peut-être le compromis que vous cherchez. Nous, on pense, mais c'est toujours ce que je pense. Je pense qu'on devrait geler les loyers. Ah si, je sais très bien ce que je pense. Je pense qu'a priori, vous ne connaissez à peu près rien au logement et à peu près rien à la réalité des locataires. Adressez-vous à nous, Madame la Présidente. Étant donné que je suis interpellée, donc je confirme que le Front National ne connaît rien à la question du logement. Mais la deuxième chose, si vous refusez le gel des loyers, au moins cette question de 2%, même si ça reste un impact extrêmement et pour nous trop important sur les locataires, c'est finalement quand même leur faire gagner 1,5%. On resterait, selon vous, finalement, dans la hausse qui a eu lieu. Ça me semble que ça devrait être totalement acceptable. Et je pourrais me permettre de dire, à force de mécontenter tout le monde, peut-être, pour reprendre l'intervention de mon collègue, vous devriez vous poser des questions. Parce qu'en fait, ne contenter personne ne veut pas dire prendre les bonnes décisions. Très bien. Alors, qui souhaite porter la contradiction à la présidente Châtelain ? Personne. Eh bien, écoutez, on va voir si vous avez convaincu les collègues, Madame Châtelain. Je vais donc mettre aux voix le 4 d'abord de Madame Battistel avec un avis défavorable de Monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 8 de la présidente Châtelain avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Madame Battistel présentait le 5 avec un avis défavorable qui est pour, pardon, qui est contre. Excusez-moi, il n'est pas adopté. Non, je suis désolé. Vous voulez refaire? Si vous voulez, je refais, mais non, je vous assure, j'ai vu qu'il était rejeté. Nous passons au 6 de Madame Battistel, présenté par Monsieur Etchaniz, avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons à nouveau à des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. J'ai d'abord le 13 de Monsieur Martinet, et vous pouvez également le défendre le 14 si vous le souhaitez. Oui, Monsieur le Président, je vais défendre les deux. Bon, écoutez, je suis frappé par votre aveuglement social. Vous prenez une mesure, un soi-disant arbitrage entre locataires et bailleurs, comme s'il n'y avait pas de différence dans la situation sociale d'un côté des bailleurs et de l'autre des locataires. Les locataires sont majoritairement dans notre pays plutôt des salariés, plutôt jeunes, plutôt précaires, plutôt avec un bas revenu.
les propriétaires bailleurs, surtout si on parle des multipropriétaires, sont plutôt ceux avec un revenu élevé, sont plutôt âgés, ont très majoritairement constitué leur patrimoine grâce à l'héritage. Ces données sociologiques, on ne peut pas les balayer d'un revers de main quand on prend une décision politique. Si je reformule les choses autrement, l'augmentation de l'IRL que vous souhaitez mettre en place, qui s'additionne à celle de l'année dernière, c'est un transfert de 5 milliards d'euros de la poche des locataires à la poche des bailleurs. Si on prend en compte la question de la concentration du patrimoine que mon collègue Echaniz a très bien cité tout à l'heure, ça veut dire que sur ces 5 milliards d'euros que vous transférez, il y en a la moitié qui vont dans la poche de seulement 3,5% de la population qui est multipropriétaire. Ça devrait poser des questions quand même. Voilà, 2,5 milliards d'euros qui vont dans la poche de 3,5% de la population qui sont des multipropriétaires. Donc la décision politique que vous nous proposez, elle a des conséquences d'un point de vue des inégalités sociales qui sont extrêmement importantes et on vous demande autant que possible de le prendre en compte. Et puis, dernier élément, dernier argument, on parle depuis le début de la nécessité de geler les loyers du point de vue social. Moi, au vu du contexte macroéconomique dans le secteur du logement, j'ajoute que le gel du loyer, c'est aussi une nécessité économique. Parce qu'on se retrouve avec des prix de l'immobilier qui sont très élevés, on se retrouve avec une bulle immobilière qu'il va falloir faire dégonfler progressivement, et le gel des loyers, puisqu'elle affaiblit la rente locative, c'est un moyen de faire progressivement décroître la bulle immobilière. Alors je vois que Monsieur le Président Kasbarian n'est pas d'accord, mais là-dessus, c'est sûr qu'il y a une divergence d'appréciation. Si on se place du point de vue de ceux qui possèdent majoritairement le patrimoine, c'est sûr qu'ils ont toujours envie que les prix restent très hauts. Mais si on se place du point de vue des locataires, du point de vue de ceux qui recherchent à accéder à la propriété, ou du point de vue de l'intérêt général, on a intérêt à ce que les prix de l'immobilier baissent dans les mois et les années à venir. Non, je secouais de la tête parce que je pense que si vous dégradez la rentabilité d'un investissement immobilier, à la fin des fins, vous n'avez plus personne qui investit à l'intérieur et qui se dit je vais me déplacer sur d'autres types de produits. C'est tout. Donc au final, si vous dégradez la rentabilité locative, à la fin des fins, vous n'avez plus personne qui a envie d'investir dans l'immobilier. C'est tout. C'est tout ce que j'essaie de dire. Monsieur le rapporteur, votre avis sur les deux amendements ? Non, défavorable. Je rappelle 3 choses. La première, c'est qu'encore une fois, c'est une faculté offerte aux propriétaires. Et vous disiez vous-même, en sortant une moyenne, que la hausse des loyers n'avait eu lieu que à hauteur que 2%, dans certains cas, au lieu de 3,5%. Donc d'abord, tous les propriétaires ne le font pas. Deuxième élément, je n'y reviens pas, ils ont des charges liées à l'inflation. Troisième élément, moi, ce que je vous propose depuis le début, c'est de ne prendre aucun risque, en fait. Vous l'avez compris, je propose de poursuivre un dispositif de protection. Pourquoi ? Parce que je crains la censure constitutionnelle aussi. On sait qu'en prolongeant un dispositif existant, nous ne prenons aucun risque à déséquilibrer. Et pourquoi ? À déséquilibrer un régime qui, lui, dont on est certain, on prend le risque de censurer, de faire censurer le dispositif, et donc là, de supprimer toute protection. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas prendre ce risque-là face au problème des locataires et des PME, des TPE, des commerçants. Donc, on joue la sécurité d'une certaine manière, et avec ce dispositif, on est quasiment certain de ne pas courir de risque de censure. Bien. Alors, mettez-vous d'accord, Monsieur Martinet ou Madame la Présidente Châtelain. Monsieur Martinet. Monsieur le Président, je ne peux m'empêcher de poursuivre le débat économique sur le secteur du logement. Je suis désolé. Un gel des loyers et donc une baisse de la rentabilité locative, de la même façon que des obligations de performance énergétique qui nécessitent de rénover, qui coûtent de l'argent et qui ont aussi comme effet de baisser la rente locative. La conséquence de tout ça, c'est que les multipropriétaires vendent. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que si les multipropriétaires vendent, ça contribue à faire dégonfler la bulle immobilière, ça contribue à faire baisser les prix de l'immobilier. Et ça aide à avoir une meilleure répartition du patrimoine, c'est ces 3,5% dont on parle tout à l'heure, pour que la propriété immobilière soit un peu mieux répartie dans le pays. Donc nous avons intérêt à mettre en place des mesures, que ce soit par l'encadrement des loyers ou par ce soit aussi l'encadrement des prix du foncier, qui participent à un refroidissement de la machine, qui participent à un dégonflage de la bulle immobilière. S'il y avait une politique de logement dans ce pays, parce que malheureusement il n'y en a pas, faute de PPL, faute apparemment du ministre qui ne répond pas au téléphone, mais s'il y avait une politique du logement dans ce pays, elle devrait se donner cet objectif de baisse générale des prix et des loyers. Mais vous avez raison de dire qu'il y a une différence idéologique fondamentale. Ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec, parce que je considère que si vous baissez la rentabilité locative,
derrière, vous avez moins de monde qui va vouloir investir dans l'immobilier ou même construire, en fait. Et donc, la spirale déflationniste, pour moi, elle est destructrice d'offres. Et il y a une autre façon de baisser les prix de l'immobilier, que l'on peut souhaiter effectivement pour les locataires, c'est de déverser plus d'offres sur le marché, comme dans n'importe quel marché. Donc si à un moment vous voulez faire baisser les prix, il faut plus d'offres, plus d'offres, plus d'offres. Et là, vous allez voir que les prix vont dégonfler. Mais c'est une différence d'approche, une politique de l'offre ou une politique qui n'est pas celle de l'offre. Mais c'est une divergence idéologique, macroéconomique fondamentale qu'il faut assumer. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait porter la contradiction à M. Martinet? On considère qu'on a eu le débat. C'est bien. Avis défavorable du rapporteur sur le 13. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 14, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Monsieur Martinet est toujours pour le 15 et vous pouvez également, si vous le souhaitez, défendre le 16. Écoutez, je vais en profiter pour poursuivre ce débat. Si la politique de l'offre, elle était satisfaisante, peut-être que depuis 2017, la situation, elle se serait améliorée. Parce que la politique du logement d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est quoi? Si ce n'est un choc de l'offre, ce qu'il nous avait promis. Donc je crois que nous avons la démonstration depuis plus d'un quinquennat, c'est que la théorie économique que vous développez, en disant il faut encourager l'investissement locatif, il faut que ça rapporte aux gens qui investissent, il faut au contraire moins réglementer, c'est ce que vous avez appliqué depuis 2017 et avec un échec flagrant. Et même d'une certaine façon, j'ai l'impression que vous commencez à en prendre conscience parce que la suppression du Pinel, qu'est-ce que c'est si ce n'est enlever une subvention à l'investissement locatif? Donc ça veut dire que vous-même, vous vous rendez compte que augmenter la rentabilité de l'investissement locatif, y compris en y amenant des subventions publiques avec des dispositifs comme le Pinel, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qui permet de démultiplier l'offre, ce n'est pas ça qui permet de baisser les prix du logement. Donc je pense qu'au contraire, là, les événements devraient faire réfléchir un petit peu à ce que cette politique de l'offre est efficace ou pas et à engager d'autres pistes qui sont au contraire la déflation par une baisse des loyers et par une baisse des prix de l'immobilier et notamment du foncier. Merci. Je serais ravi qu'on puisse poursuivre ce débat passionnant à l'extérieur et à d'autres occasions. Et je maintiens à nouveau qu'on a besoin d'avoir plus d'offres, y compris dans des zones où on développe des usines qui s'installent, où on va devoir recruter des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes, et loger des familles entières qui aujourd'hui n'ont pas d'offres sur le marché et ne trouvent pas d'offres sur le marché. De la même manière, quand on construit des réacteurs nucléaires, on est quelques-uns à avoir été à Hinkley Point récemment voir le chantier, c'est 9000 salariés. Loger 9000 familles dans un endroit où vous concentrez des travailleurs, il faut les loger. Et donc il y a un besoin d'offres qui est évident. Et si vous n'encouragez pas l'offre d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, vous ne pourrez pas les loger. On sera dans des zones sur lesquelles vous aurez des prix qui explosent, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'elles n'arrivent pas à loger des habitants. Et donc, on a besoin d'offres, mais on aura le débat à d'autres occasions, j'en suis sûr, Monsieur Martinet. Monsieur le rapporteur. Pour les mêmes arguments, avis défavorable. Madame Châtelain, vous souhaitiez réagir? Oui, Monsieur le Président. Alors, même si nous ne sommes pas d'accord sur l'analyse, la première chose, c'est vous n'avez pas une politique de l'offre. On a une chute de la production des logements. Non, mais j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec votre analyse, mais même si je prenais votre point de vue, nous n'avons pas une politique de l'offre. C'est la première chose, c'est qu'on a une chute de construction des logements. Donc, premièrement, nous pouvons avoir une politique de l'offre. Dans ces cas-là, il faut revenir sur la RLS chez les bailleurs sociaux. Non, mais prenons cet exemple extrêmement simple. Revenons sur la RLS chez les bailleurs sociaux. Ça permettra de davantage construire. Mais bon, ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Mais après, je venais quand même revenir la deuxième chose sur la question il y aurait un manque il y aurait une crainte qu'on n'aille plus investir dans le logement. Il faut rappeler quand même que le logement entre 1996 et 2009, c'est un doublement en termes de prix. C'est-à-dire que c'est 100% d'augmentation. Et bien sûr que ça a continué après à remonter après 2009, à mon avis, à peu près dans les mêmes proportions. Mais ça, il faut que je vérifie. En tout cas, on a eu un boom. Et ça, tout le monde a pu le constater. C'est-à-dire qu'on a une spéculation qui fait qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises n'arrivent plus à se loger. C'est ça la question. Enfin, je voudrais finir quand même qu'il semble chez vous que les propriétaires sont les seuls à ne pas avoir de devoir. Et en fait, quand on achète un logement n'est pas un bien comme un autre. Et oui, il doit être loué pour être logé. Et que ce logement-là, il appartient à une personne, c'est le propriétaire. Merci. Et qu'en fait, qu'un propriétaire fasse des travaux dans son patrimoine, qu'ensuite il peut le revendre, que ça soit à sa charge, ne me choque absolument pas. Et quand ils ont besoin d'être aidés, mettons des aides à la rémunération thermique plutôt que le faire payer par les locataires. Alors, pour porter la contradiction à Madame la Présidente Châtelain, Monsieur Daubier, vous souhaitiez réagir? Effectivement, il y a deux visions différentes sur cette proposition de loi. Et puis, par rapport au manque d'offres, moi, je donne rendez-vous à la Présidente Châtelain la semaine prochaine avec la loi ZAN. Et elle va aider notamment les communes à pouvoir loger tous les habitants et faire ce choc d'offres demandé.
la semaine prochaine, Présidente. Écoutez, je dois vous avouer que j'adore notre commission pour ça, parce qu'on arrive à avoir de très très beaux débats sur l'économie, et ça fait toujours plaisir, même quand c'est tard le soir. Merci, chers collègues. Avec donc un avis défavorable de notre rapporteur sur le 15, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 16, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 2, qui est pour l'article 2, qui est contre. L'article 2 est adopté. Nous avons un amendement sur le titre, Monsieur Martinet. Oui, Monsieur le Président, je ne peux pas m'empêcher de poursuivre ce débat. Je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes, parce que sur le fond, je pense qu'avec ma collègue Châtelain, nous sommes d'accord. Quand je parle de politique de l'offre, c'est une politique qui, par des dispositifs fiscaux, pense que augmenter la rentabilité de l'investissement locatif va produire du logement. Donc, vous avez depuis 2017 mené une politique de l'offre dont on voit que le résultat, c'est que ça n'a pas fonctionné, parce que vous avez raison, collègue Châtelain, la production de logements s'effondre. Donc, pour produire du logement, peut-être qu'il faut essayer de changer de logiciel. La collègue Châtelain, à juste titre, a parlé des bailleurs sociaux, surtout dans un moment de crise où les investisseurs privés rechignent à construire. Eh bien, c'est le moment d'avoir une politique contracyclique et de pouvoir s'appuyer sur des acteurs comme les bailleurs sociaux qui, si on leur donne les moyens, sont en capacité de construire. Ça, c'est la première chose. Et toujours pour développer l'offre, y compris pour développer l'offre privée, peut-être faut-il se poser une question. Plutôt que de tenter de subventionner ad vitam aeternam l'investissement locatif, on peut se poser la question des coûts dans la production de logements et notamment du coût du foncier. Donc plutôt que de faire des subventions avec des dispositifs fiscaux, on pourrait encadrer à la baisse le prix du foncier. Ça rendrait plus accessible la production de logements. Parce que, et je finirai sur ce point, qu'on n'ait pas de faux débats. La nécessité de produire du logement, j'en suis convaincu, au vu de l'évolution démographique, au vu de l'évolution sociologique des familles, au vu du nombre de personnes mal logées, oui, il faut produire du logement. Mais la question, c'est quelle est la politique économique qu'on met en place pour produire du logement? Et il y a le débat théorique que nous avons, Monsieur le Président, mais il y a malheureusement quelque chose qui pèse en votre défaveur, c'est le bilan de ces 6 dernières années, et qui, je suis désolé, est pour vous accablant. Bien, je vous remercie. Je rappelle quand même accessoirement que l'amendement un peu taquin visait à dire qu'on changeait le titre pour dire autorisant une nouvelle augmentation drastique des loyers dans un contexte d'inflation et d'aggravation de la crise du logement. Ce n'est pas exactement la défense que j'ai entendue, mais monsieur le rapporteur, qu'en dites-vous? Bon, c'est une ultime provocation de monsieur Martinet qui ne veut pas reconnaître que nous protégeons les locataires, les commerçants, les PME et les TPE grâce à cette proposition de loi. Avis défavorable. Y a-t-il quelqu'un qui souhaitait poursuivre la discussion? Non. On est éclairé avec un avis défavorable du rapporteur. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du texte. Qui est pour l'ensemble du texte? Qui est contre? Le texte est adopté par notre commission. Chers collègues, merci pour cette soirée très plaisante à vos côtés. Vraiment, j'ai apprécié le débat. C'est un beau débat. Et on se retrouve demain, matin, midi, après-midi, soir, nuit, sur la question du ZAN. Gros sujet que nous étudions dans notre commission demain. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain, 9h30.